Hey, je suis en vacances, mais ça on s'en fout. Je suis contente de tourner cette vidéo parce qu'il était temps de faire un nouvel update lecture parce que ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Du coup cette vidéo va rassembler mes avis lecture des 2 derniers mois de mars et avril, et de toute façon ce sera pas très long parce que en tout ces 2 derniers mois j'ai lu 4 livres, c'est vraiment pas beaucoup, même si je suis sûre que je vais réussir à faire durer cette vidéo beaucoup trop longtemps parce que je parle trop. Et normalement en mai, comme j'ai 2 challenges à suivre, le Asian Readathon et le Mode Fantasy, normalement je devrais rattraper mon retard parce que en tout j'ai prévu de lire 17 livres. C'est quasiment impossible, mais on verra. Non, on verra pas parce que je vois 2 des livres que je dois lire et ils font chacun plus de 1100 pages. Non, mais bon bref, j'ai quand même trop hâte de retomber dans cette frénésie de lecture qui me manquait trop. Et bref, j'ai trop parlé déjà et let's go. Alors le premier roman que j'ai lu en début de mars, c'était le tome 1 de Kushiel de Jacqueline Carré, publié chez Brajlon. Alors déjà, trigger warning, je résume très mal. On se situe sur un territoire qui s'appelle la Terre d'Ange. Là on se trouve, il y a plusieurs maisons de courtisans, de courtisanes, dont les spécialités reposent sur leur interprétation des techniques de la vie d'accouplement de leur déesse en commun avec les humains quand du coup elle est arrivée sur Terre. Et c'est pour ça que les maisons proposent plusieurs sortes de services de plaisir. Et on suit Phèdre qui, elle, a une marque assez spéciale, c'est une sorte de petit point rouge dans l'œil qui est défini comme la marque de Kushiel et du coup qui l'avoue, elle, à ressentir éternellement du plaisir dans la souffrance. Elle va recevoir les enseignements de cette maison-là. Ensuite, elle va être rachetée par un noble qui va lui enseigner un peu les arts de la politique, l'histoire, etc. et qui va la former un peu comme espionne pour, en pratiquant son art, rapporter des informations liées au contexte, aux dissensions politiques en arrière-plan qui vont prendre de l'importance par la suite. Alors personnellement j'ai trouvé que c'était très long à lire parce qu'au début c'est assez lent à se mettre en place. En fait au début on ingurgite beaucoup de nouvelles informations, beaucoup de nouveaux noms, de nouveaux éléments sur l'univers, mais comme c'était pas assez concret pour moi et que je voyais pas dans quel but ça allait servir, bah j'étais assez paumée pendant les premières centaines de pages. Surtout qu'en fait on est du point de vue de Phèdre, et Phèdre au début, même si c'est elle qui recueille des informations auxquelles on a accès la plupart du temps, comme le noble qui l'emploie pour ces informations là ne lui dit pas c'est pour servir quel but, pour quelle raison il veut ces informations, et bah ce sont des informations qui restent assez éparses dans notre esprit et on voit pas trop le but et du coup on reste dans le flou tout comme Phèdre. Mais pour autant ça m'a pas forcément dérangée parce que la plume elle est super fluide, elle est très très belle à lire, elle est imagée, elle est, je sais pas comment dire, mais elle te transporte en fait, vraiment. Et j'ai aussi aimé suivre le point de vue de Phèdre parce que je trouve que c'est une héroïne très attachante, assez surprenante, qui a beaucoup de ressources et j'aime bien comment on la dépeint comme une femme qui arrive à devenir forte par elle-même. Elle avait ce mélange de sensibilité, de fraîcheur et de pureté et aussi de force qui c'est son charme. Et j'ai aussi aimé comment ça a développé son rapport au plaisir parce que du coup elle est plutôt rattachée aux pratiques sexuelles qui ressemblent à du BDSM, enfin en fait c'est carrément ça mais transposé dans un monde de fantasy parce qu'on en retrouve les codes et ça brisait un peu l'image très simpliste que les non-connaisseurs auraient pu avoir. Par exemple ça parle beaucoup du consentement, du plaisir de la personne qui est soumise, du safe word et tout. Après les relations amicales familiales, je trouvais qu'ils avaient beaucoup de potentiel mais qu'au final c'était relayé au second plan assez facilement et en général dans les romans c'est pour mettre en avant la romance et c'est un truc qui me gêne, mais sauf que là contrairement à ce que je pensais, la romance n'a pas du tout une place prépondérante dans l'intrigue, au contraire elle reste très secondaire, que ce soit dans le développement de l'intrigue principale ou alors du développement personnel de Phèdre, et c'est vraiment les enjeux autour, l'intrigue principale, l'action qui marque le devant de la scène et je trouve ça super rafraîchissant et ça m'a permis de mieux apprécier les éléments de romance, même si comme d'habitude en vrai je m'en fous. Au niveau des personnages, ils m'ont pas tant marqué que ça malheureusement, j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu de fort attachement même si c'était sympa de les suivre. Je trouvais qu'il manquait pas mal de personnages féminins parce qu'en dehors de Phèdre, on a l'antagoniste féminin mais c'était vraiment le cliché de la femme un peu énigmatique, sensuelle, manipulatrice. C'était surtout un personnage plutôt abstrait que concret et elle avait pas vraiment de profondeur, c'est juste au niveau de son charisme qui la rendait marquante, c'était pas assez pour moi et j'hésite à lire la suite.
Je pense pas que je vais lire la suite parce que j'ai lu des résumés, les résumés des autres tomes. J'imagine que la romance, elle devient un peu plus présente et j'ai pas envie de m'encombrer. Je trouve que c'est un tome, c'est assez fastidieux à lire, c'est long, c'est assez épuisant, ça me prend pas mal de temps. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'infliger ça, même si j'aime bien Phèdre et même si j'adore la plume. Peut-être plus tard, je sais pas, on verra. J'avais déjà essayé de le lire avant, il y a quelques années, mais j'ai pas réussi parce que c'était trop dense pour moi et que j'étais beaucoup trop paumée et que ça me plaisait pas. Mais là, du coup, j'ai pu mieux en profiter et bien m'amuser en vrai. Ensuite, j'ai lu une déception, enfin une déception, en vrai j'en attendais pas grand chose, mais ça m'a quand même déçue. Il s'agit du tome 1 de The Gods of Men de Barbara Kloss, publié chez Éditions Rivka. En gros, on se situe dans un univers de fantasy où la magie est interdite. La protagoniste, elle vient d'une famille royale et quand elle était enfant, elle a utilisé par accident la magie grâce à sa musique et elle savait pas qu'elle était capable de magie. Elle a par mégarde provoqué une tragédie qui lui vaut d'être exilée dans des terres vraiment hostiles avec des brigands et tout. Et elle tente d'y survivre avec sa nouvelle identité en tant que guérisseuse. Elle rencontre une sorte de nécromancien qui semble lui vouloir des trucs, je sais plus quoi. Je suis déjà saoulée avec le résumé. Et à côté de ça, on suit un chasseur de sorcières, du coup qui déteste ses sorcières, et lui il vient aussi d'une autre famille royale. Son père, le roi, est malade et du coup lui il va partir à la recherche d'une guérisseuse pour le guérir. Et voilà, du coup c'est le truc, elle c'est une sorcière, l'autre c'est un chasseur de sorcières, elle cache son identité, lui il sait pas, bref voilà. Le roman il commençait assez bien parce que même s'il y avait pas mal de nouveaux éléments qui me perdaient un peu, mais je sentais qu'il y avait un potentiel pour développer un univers riche, dense, dans lequel je m'immergeais bien, dans lequel j'aurais pu être captivée par l'intrigue principale, par les enjeux, etc. Et puis avec le pouvoir funeste de l'héroïne qui pouvait tuer par sa magie, avec aussi la violence du protagoniste masculin, parce qu'en tant que chasseur il fait des trucs assez bof hein. Il y avait un potentiel pour créer des personnages moralement gris, moralement torturés, complexes, avec des relations angsty, poignantes aussi, assez matures et audacieuses. Et progressivement la masse d'informations qu'on avait, les nouveaux personnages auxquels on s'attachait pas parce que on passe 2 secondes avec eux et après on switch à quelqu'un d'autre qu'on connaît pas trop et après voilà, il y avait pas d'éléments attachants. J'en ai fait une indigestion, je m'en suis lassée. Et au niveau par exemple des personnages, hormis l'héroïne, on n'a pas de personnages féminins vraiment marquants. Au contraire, elles sont vraiment toutes relées au second plan pour mettre en avant l'héroïne. Genre, un moment, t'as le protagoniste qui est à la cour et qui voit une aristocrate et il se fait la remarque qu'elle est comme les diamants qui ornent une couronne, elle est brillante, elle est magnifique, elle est vide, mais lui il voulait pas un diamant ou un bijou, il voulait une épée, il voulait un égal. Si tu sais pas te battre comme femme, si t'es une noble, tu n'es pas l'égal d'un homme en fait. Il faut savoir se battre, il faut savoir faire les choses comme un homme pour avoir le respect d'un homme, voilà. Et c'était une figurante, ce personnage, vraiment on la connaissait pas, mais il fallait même rabaisser les figurantes pour mettre en avant l'héroïne, comme quoi elle est pas comme les autres, comme quoi elle sait se battre, elle est badass, elle est terre à terre ou je sais pas quoi, et je suis en mode mais on en est encore à là, on en est encore à là. Puis aussi avec des blagues lascives du pote du protagoniste sur les femmes, il y avait des remarques sexistes et tout, enfin c'était et ce roman m'a rappelé combien la romance pouvait m'insupporter, comment la romance pouvait me gâcher le plaisir d'une lecture parce que putain la romance principale. En fait avant leur rencontre c'était super cool. Après c'est devenu méga cliché, méga niais, méga prévisible, méga tout ce que tu veux. J'avais l'impression d'avoir lu ce livre, mais tellement de fois quand j'étais ado. Bon, leur rencontre, c'était du copier-coller de Mathias et Nina dans Sex of Crows. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je m'en fous, mais ça va. Petit à petit, en fait, ça voulait rajouter du drama, mais de façon tellement forcée, tellement cliché. Ils se rapprochaient au bout de 2 jours, je trouvais pas leur relation pertinente, j'étais pas impliquée dans leurs sentiments, dans leur proximité, dans leur connexion. Je trouvais que c'était vide, que ça se reposait sur des scénarios déjà vus et revus, il y avait pas d'originalité, et j'arrive pas, et c'est vraiment, ça a pris le devant de l'intrigue à tel point que je m'en foutais, que j'étais juste tellement fatiguée. Et ça me saoule parce que à la fin il y a un élément que je voulais voir depuis le début, depuis les premiers chapitres, et j'aimerais voir cet élément se développer par la suite, mais j'ai pas envie de m'infliger la suite parce que je sais que la romance voilà, ça va encore prendre le dessus. Du coup je suis déçue, voilà, j'aime pas. Bon,
va retourner un peu dans le positif avec le spin-off de Sorcery of Thorns qui est Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson. J'ai vraiment hésité à le lire, même si j'avais adoré le préquel. Quand l'autrice en fait elle faisait la promotion de ce spin-off, elle se concentrait surtout sur la romance et du coup j'étais en mode ok, c'est un spin-off qui va surtout en profiter pour développer la romance entre Nathaniel et Elizabeth. Et même si c'est une romance qui objectivement j'y trouve pas de problème, elle est super cool, c'est un modèle de romance si on devait en choisir un dans Young Adult, vraiment elle est super cool, mais comme c'est pas le genre qui me touche et qu'il y avait des chances que je m'en lasse, voilà, et que même j'en fasse une overdose de romance, bah je voulais pas trop le lire et j'ai vu un élément qui m'a fait dire bon allez, bon je vais le lire et j'ai pleuré. Alors pas pour la romance évidemment, mais pour Silas qui est l'un des meilleurs personnages que j'ai rencontré ever. Il est complexe, il est surprenant, il est attachant, il est nuancé, il est imprévisible, il est émouvant, il est magnifique, il est attendrissant, je l'ai dit ou pas? Il est mélancolique, il est charismatique, il est... Je l'aime. Il est subtil comme personnage. On voit des touches de cette subtilité-là, de cette mélancolie dans ce spin-off, notamment lié à la fin de Sorcery of Thorns. Bon, je vais pas spoiler, hein, du coup je vais pas trop rentrer dans les détails, mais la fin de Sorcery of Thorns, mais ça m'a pulvérisé. Ce que j'adore avec ce spin-off, c'est que ça réaffirme une nouvelle fois que la relation platonique qui lie Silas à Nathaniel et Elizabeth, c'est aussi fort que la romance. Et je trouve que c'est rare de voir une relation platonique mise au même level que la romance, et ça m'a fait tellement du bien parce que ça montre que l'amour, c'est pas que de la romance, ça peut être de l'amitié ou la famille. Mais Elisabeth, je t'aime, mais queen quoi, enfin merci de reconnaître Silas à sa vraie valeur. Surtout que dans Sorcery of Thorns, genre Elisabeth elle avait beaucoup de préjugés sur Silas parce que Silas c'est un démon et tout, du coup voilà évidemment comme elle a été éduquée dans ses croyances en quoi les démons c'est les grands méchants et tout, bah elle était assez méfiante, mais petit à petit elle sort de ces stéréotypes là pour apprécier Silas dans toute sa complexité, même si Silas il est assez imprévisible et tout, et il est pas forcément moralement bon évidemment, mais son empathie et son rapprochement avec les humains le rendent mais tellement bien nuancé, tellement beau. Chaque fois que dans le spin-off ça mentionnait Silas, je pleurais, voilà, parce qu'il y a des scènes d'une douceur, mais tellement poignante limite, tellement c'est doux. Et voir Silas du point de vue de Elizabeth, ça rend le truc encore plus beau parce que tu vois leur rapprochement et tu vois les sentiments d'Elizabeth pour Silas. Je peux pas rentrer dans les détails sinon ça va spoiler. Mais ouais, du coup j'ai lu le spin-off surtout pour Silas, et en vrai l'intrigue principale, elle était cool mais elle m'a pas vraiment transportée, je l'avoue. Il y a juste à la fin l'épilogue où je suis pas d'accord. J'aurais bien voulu enlever l'épilogue, on aurait dit du fan service, je sais pas. Mais bon voilà, tout ça pour dire que je remercie Margaret Rogerson de mettre en avant des relations platoniques, et si les auteurs, surtout en young adult, pouvaient mettre autant d'importance dans les relations platoniques que dans les romances, ça créerait un souffle tellement rafraîchissant dans le genre young adulte, parce que j'ai l'impression que les auteurs ils pensent toujours que la romance a plus de potentiel pour du angsty, pour de l'émotion, pour de l'intérêt, pour tout en fait, que les relations platoniques où là c'est plus terre à terre, où il y a moins de risques à prendre, il y a moins de développement, de profondeur, alors que en fait ça développe tellement la romance que ça retombe dans les clichés et que c'est prévisible et que je sais pas, c'est pas relatable pour moi. Donnez-moi de l'amitié. Et en avril, le seul livre que j'ai lu, mais c'était un tome très riche, très dense, c'était le tome 2 de Justicière qui est le tome 3 des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Est-ce que vous suivez? Je sais pas trop. Je vais essayer de résumer le tome 1. Ça va être ardu parce qu'en fait, j'adore cette saga. C'est sûrement ma saga de fantasy préférée. Le truc, c'est qu'il y a tellement d'éléments que je ne saurais pas expliquer. Je peux expliquer ce que je ressens avec cette saga, mais pas en quoi concrètement, de quoi ça parle. Du coup, je vais essayer. Voilà, encore un trigger warning. Je ne sais pas résumer. On se situe dans un univers, on a un caste de chevaliers radieux qui auparavant étaient destinés à protéger les gens normaux parce qu'en fait ils avaient des armes et des cuirasses qui les dotaient d'une force surhumaine, mais pour des raisons X ou Y, ils vont démissionner, enfin ils vont fuir leur poste. Par contre le rôle des chevaliers radieux peut se transmettre à d'autres personnes. On se trouve principalement dans le royaume de Aletkar, où 6 ans auparavant le roi a été assassiné par un certain peuple, et depuis l'armée d'Aletkar est en guerre contre ce peuple-là. Kaladin, lui, il se bat aussi dans cette armée en tant que soldat, et par des circonstances tragiques, il va devenir esclave, il va être vendu comme esclave, et il va se retrouver mêlé à cette guerre de façon totalement suicidaire. À côté de ça, on suit également Dalinar, qui est
le frère du roi qui est décédé, et Dalinar il subit des visions, des flashbacks d'un passé hyper ancien, comme si il était doté d'une nouvelle mission, d'une mission assez particulière. Et pour donner mon impression sur ce tome sans spoiler, en fait c'est long, c'est dense, c'est très riche, mais la plume elle t'emporte, c'est fluide, c'est addictif. Ce tome là ça n'a pas été un coup de cœur contrairement à ces deux précédents, ça a été une dinguerie comme pas possible, ça a été un shoot d'adrénaline mais incroyable. Celui-là aussi, notamment vers la fin, dans les batailles finales dans les archives de Rochard, on en parlera, voilà, mais j'avoue que celui-là, le rythme il était beaucoup plus lent, je trouvais que c'était un peu plus fastidieux, on tournait plutôt en rond, on revenait sur des choses, sur des éléments, et je me suis dit est-ce que c'était assez nécessaire ou quoi. Certes ça a développé l'univers, mais est-ce que c'est des éléments qui sont convaincants ou alors ça fait juste perdre du temps. On suit différents points de vue et j'avoue que les points de vue ils se valent pas vraiment. Parfois j'avais hâte de finir certains points de vue pour dériver sur d'autres arcs qui me semblaient beaucoup plus intéressants. Un truc un peu bizarre que je retrouve dans cette saga, c'est le mélange de ton mature au niveau de l'atmosphère, au niveau des enjeux, de réflexions qui sont assez moralement grises, avec l'humour parfois un peu forcé, un peu gamin, et qui casse le rythme sérieux, le rythme grave, de façon un peu maladroite, un peu forcée. Du coup ça m'a un peu dérangée, même s'il y avait des moments qui m'ont fait rire, mais bon ouais, je trouve ça peu naturel parfois. En fait ça fait très shonen, ça fait un peu bizarre comme j'ai dit parce que ça tranche avec le ton mature. Par exemple il y a des messages peu subtils, mais en vrai ça va, je me plains pour rien vraiment. En parlant aussi du côté shonen, les combats, notamment la bataille finale, elle était incroyable. Vraiment les batailles finales dans les deux tomes précédents, ça m'a coupé le souffle. J'en ai pleuré de hype, j'en ai pleuré d'adrénaline, d'angoisse, de stress, c'était incroyable. Du coup c'est peut-être pour ça aussi que j'étais moins impactée par cette bataille finale là, parce que je savais déjà à quoi m'attendre, avec quels ingrédients l'auteur pouvait nous surprendre. Mais j'étais quand même happée, franchement il y avait des scènes, des mises en scène, des rebondissements, des évolutions de personnages, des relations entre les personnages, juste des moments. Je voyais tout ça avec les OST de SNK que j'écoutais. SNK, l'attaque des titans, l'OST, écoutez-le, il est incroyable. J'écoutais tout ça et j'étais en mode mais je vendrais mon âme pour avoir une adaptation en live action ou en animation ou je sais pas quoi, les archives de Rochard. Qu'est-ce qu'ils attendent? Là ils sont en train de faire un reboot de Harry Potter, de Twilight, alors qu'il y a d'autres sagas tellement géniales qui attendent d'être adaptées, genre ça, et ils font rien. Et le point que je préfère dans cette saga là, c'est les personnages, clairement les personnages. Et dans ce tome, ils prennent encore plus de profondeur. On a des révélations sur le passé de Dalinar. C'était horrible, je me rappelle, j'étais dans le train. J'avais l'impression d'être dans un film, tu vois, genre c'était tranquille, il y avait personne dans le train. Il y avait juste moi en train de pleurer parce que c'était horrible et tout. J'arrivais pas à y croire, j'étais putain... C'était trop bien, bref. T'as des évolutions de personnages qui font tellement du bien au cœur, tu les vois s'émanciper, tu les vois lutter psychologiquement, tu les vois avec leurs questionnements, avec leurs doutes. Kaladin, c'est le parfait exemple. C'est tellement un plaisir et un bouleversement de le suivre parce que c'est un personnage qui a subi énormément d'échecs qui ont remis en question sa force, ses capacités en tant que leader, en tant que celui qui doit protéger ses hommes, parce qu'il a perdu tellement de proches, sans faire dans une solitude qui le mine de l'intérieur et qui nuit à ses relations avec les autres parce qu'il a du mal à se rapprocher des autres et aussi à se sauver lui-même. Là dans ce tome-là, c'est vraiment un tournant pour Kaladin parce que tu le vois peu à peu se libérer. En fait, c'est un personnage, je pense, qui est atteint de dépression et je trouve que sa dépression, elle est écrite, elle est développée de façon délicate, de façon respectueuse, de façon réaliste et c'est vraiment des moments qui me touchent profondément. Et vraiment, Kaladin, c'est un personnage d'une beauté mais tellement humaine et tellement épique aussi parce qu'il a des scènes waouh, juste waouh. Adolin aussi, je trouve que Adolin il a pris beaucoup plus en maturité, beaucoup plus en profondeur dans ce tome là. Adolin c'est le rayon de soleil, il est trop drôle. Sa bromance avec Kaladin, c'est vraiment ma relation préférée, l'une de mes relations préférées parce que vraiment la dynamique de Grumpy Sunshine avec Kaladin aussi qui apprend à voir la bonté chez Adolin, qui voit sa lumière en lui, qui se laisse toucher en fait, qui se laisse attendrir par Adolin. Enfin c'était trop mignon, vraiment, mais j'ai trop hâte de lire la suite pour voir leur relation se développer toujours plus parce que vraiment les moments entre eux je gloussais comme une idiote, vraiment, juste parce que je les aimais trop, j'adore leur bromance. Au niveau des relations, alors il y avait une romance que je voulais pas, vraiment je la trouvais tellement forcée et au final elle s'est pas concrétisée. L'auteur dit explicitement que non, ça va pas le faire, que ça correspond pas à leurs sentiments ou quoi. Du coup j'étais
ok, merci. Il y a un sentiment beaucoup plus jouissif pour moi que de voir ton OTP, ton ship devenir canon. C'est de voir ton anti-ship se briser définitivement. Vraiment, je trouve ça encore plus satisfaisant, encore plus génial que voir l'autre. Enfin bref, je sais pas, je suis peut-être je sais pas, trop froide, je sais pas. Ce que j'adore, c'est que la romance, du coup, elle reste très secondaire et qu'on développe surtout les relations familiales, les relations amicales, les relations de Canada, je suis désolée, mais les relations de Canada, elles se retrouvent avec le pont 4 et tout, bref, incroyable. Pour le mode de la fantasy, il y a une sous-partie qui est lire un livre qui parle de défi ou alors lire un challenge, enfin faire un challenge. Et mon challenge, c'est de lire l'intégralité de Rites de guerre. Non mais regardez-moi, c'est... Il y a 1200 pages, là il y en a 1100. Ça me prend tout le mois, je sais pas. Mais j'ai hâte, j'ai très hâte parce que je me suis dit ça se lit quand même assez fluidement. Et voilà, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment, si vous avez participé au challenge en mai. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a entertainé. Et on se retrouve bientôt pour le mois de mai qui va être chargé normalement, si je ne suis pas trop flemmarde ou si je panique pas sous la masse des vidéos à faire. Normalement, je prévois plusieurs vlogs à faire sur mes différentes lectures du mois de la fantasy ou du Asian Readathon. J'ai trop hâte, on verra, ça va être un nouveau challenge. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!